changer si ça marche pas, parce que dans les autres marchent. Là, je vais commencer par donner quelques chiffres de cadrage, alors pour savoir de quoi on parle. Alors, si moi, je suis un spécialiste des données, hein, donc ici, donc voilà. Donc bon, là, c'est la consommation mondiale donc du vin, voilà, donc ici, donc qui est depuis donc 1860. Donc on voit qu'il y a une période de croissance, même de forte croissance. On est dans une période de stabilisation dans le monde entier. Voilà, donc ici, si je prends la consommation française, donc ici la consommation française, elle aussi, bon, le trou que l'on a, donc ici c'est la guerre de 70, donc ici, et la guerre de 39-45, la guerre de 14, en fait, on a continué à consommer du vin, donc ici, on voit qu'on est passé par un pic, et puis on est dans une décroissance depuis 1970, que d'ailleurs la loi E20 n'a absolument pas accéléré, tout simplement parce qu'on est dans un changement fondamental de consommation. Donc ici, avec une consommation qui était en volume, donc on voit plus vers une consommation en qualité. Grosso modo, les Français dépensent la même chose en argent. Donc ici, ils consomment mieux et moins. Donc ici, donc il y a plusieurs phases. L'arrivée de l'eau courante, par exemple. Avant, effectivement, comme disait Pasteur, le vin était la boisson la plus hygiénique. Donc ici, donc avec l'arrivée de l'eau courante dans les maisons, donc ici, donc, les gens commençaient à boire de l'eau. On est donc dans ce trend de baisse, donc ici, qui est régulier. Donc, ici. Donc, alors, le consommateur, lui, il n'est pas uniforme. Donc là, c'est une étude que nous avions faite, qu'on fait depuis plusieurs années. Donc là, en tout, maintenant, on a 25 000 sondés sur la population française. Donc ici, tout ça, c'est traité par les méthodes de data mining, qu'on appelle aujourd'hui intelligence artificielle. Donc ici, on voit qu'il y a deux grands principes sur le vin. Il y a des gens qui sont plus ou moins intéressés sur le vin. À droite, on a des gens qui sont plus intéressés. À gauche, des gens qui ne sont pas intéressés. Et puis l'autre facteur important, c'est l'âge. Donc ici, on a des gens plus jeunes. Donc ici, et donc vous avez des groupes, par exemple, tout à fait en bas à droite, les seniors réguliers. C'est des gens qui tous les jours boivent du vin à table. Donc, comme ils vieillissent et finissent par disparaître, la génération suivante, donc ici c'est un phénomène qui baisse. Donc ici, on a des grands amateurs dont la surprise, c'est contrairement à ce qu'on croit, qu'ils sont jeunes, parfois même très jeunes. Donc ici, on a une population, en particulier en France, très intéressée donc, par les vins. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que les producteurs s'en occupent beaucoup. Et à gauche, on a des gens moins intéressés. Alors, en bas, par exemple, donc, un peu plus âgés, des gens qui sont en couple, qui n'imaginent pas de faire un repas sans vin ou de recevoir quelqu'un sans vin, les questions que l'on a, des gens qui boivent à l'occasion, pourquoi pas, donc ici, donc, et puis des gens qui ne sont pas du tout intéressés, le vin ne les intéresse pas. Ce qui n'empêche pas, donc ici, de boire et d'acheter. Donc ici, quand je regarde les volumes achetés, mais bon, ils achètent ça comme de la lessive, donc ici, donc d'où l'importance des marques. Donc ici, et il représente une part non négligeable de la population française. Voilà. Donc alors, quand on demande qui me conseille, il faut juste savoir que l'entourage a toujours une influence importante. Donc ici, donc le caviste, alors là, bon, là, en tant que spécialiste des enquêtes, je pense que le chiffre est largement surestimé. C'est comme quand on demande aux gens combien de fois ils se lavent. En enquête, ils se lavent 10 fois plus que dans la réalité quand on regarde la consommation. Le savon, elle n'est pas du tout à la même hauteur. Donc c'est ce qu'on appelle des questions de prestige, donc c'est chic d'acheter, bon. Donc ça vous donne une idée. Donc ici, donc cette enquête est disponible. Si vous voulez avoir les conclusions, on l'avait présentée il y a quelques temps. Donc si elle est disponible. Voilà, donc alors le phénomène qui évidemment perturbe tout, c'est que vous avez 90% des Français qui se connectent tous les jours sur Internet. Donc ici, ce qui est une modification radicale du paysage. Donc là qui est donc ici, donc et c'est plus alors beaucoup sur smartphone. Donc ici, les gens, mais en tout cas, 90% de la population française se connecte tous les jours sur Internet. Donc ici. Et donc ici, donc un changement de donne radical. Donc ici, donc c'est une question. Alors,
là, je vais juste vous montrer un travail qui a été fait par les grands titres de presse, Le Monde, Le Figaro, Les Échos, dont je fais partie, pour savoir, donc ici, qui est crédible dans la communication. Donc, effectivement, la presse écrite, donc ici, est la plus crédible. On voit que les réseaux sociaux le sont moins. Donc ici, donc c'est un échantillon. Donc l'enquête est là à 3 mois. Donc ici, donc c'est vraiment donc ici, donc ça vous donne une idée donc la crédibilité. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qui influence qui. La presse écrite influence 46% de la population. Mais à l'intérieur, ceux qui sont les plus influencés par la presse écrite, tout à fait à droite, ben c'est les influenceurs, parce que les influenceurs, eux aussi, se renseignent, donc ici, et ils font avant tout confiance à la presse écrite. C'est quand même très amusant, donc ici, donc, et on voit que, en fait, donc si évidemment ça va bien pour les Échos, donc ici, Le Figaro, enfin donc c'est un chiffre, donc ici, qui juste remet un peu donc les choses où elles sont, donc ici. Voilà, donc si je prends par exemple l'audience Les Échos, donc qui est effectivement un public un peu particulier, donc ici, donc il y a quand même plus de gens qui disent qu'un repas sans vin, c'est pas un repas, donc ils achètent plutôt des trucs glacés, des vins plutôt chers, donc ici, ils consomment des spiritueux, etc. Donc ici, donc on a, ça c'est la cible des Échos. Si je prends une cible radicalement différente, donc celle de Paris Match, alors le Paris Match, le lecteur il achète, il profite des foires au vin pour acheter. Donc ici, il achète directement chez le producteur, consomme du vin un peu moins souvent, une fois par semaine. Donc c'est juste pour fixer les idées sur la presse écrite, sur deux types relativement différents. Aujourd'hui, l'influence a beaucoup changé. Donc ici, donc on a plusieurs en fait zones d'influence. Et on voit que chacun a son public. Par exemple, les Échos, c'est sûr que c'est le monde des entreprises. On a les milieux de la jeunesse, on a les réseaux sociaux, on a l'espace public, donc ici, on a, voilà, ici, et chacun, dans cette communication des masses, chacun s'adresse en fait à un de ces réseaux. Voilà. Alors, on voit que le paysage médiatique est de plus en plus fragmenté, qu'il y a de plus en plus d'acteurs, donc ici, donc les sphères d'influence elles-mêmes s'élargissent, et donc, alors là, en matière d'influence, on a 3 raisonnements. D'abord, quel est le statut? Donc c'est sûr que quand quelqu'un a une notoriété forte, donc ici, donc une personnalité reconnue, donc ici, donc c'est important. Deuxième point, la légitimité. Vous écrivez un article sur les réseaux sociaux, évidemment on va s'interroger, est-ce qu'il y connaît quelque chose? Ou est-ce qu'elle y connaît quelque chose? Donc ça c'est la légitimité. Et le troisième, c'est la manière, donc ici on parle beaucoup aujourd'hui, c'est-à-dire est-ce qu'on est capable de capter ce public qu'il y a et de transformer le score, donc ici, donc avec le consommateur final. Voilà. Donc, voilà, pour en débattre, donc ici, nous avons plusieurs personnes. Donc ici, Amélie Bloumard, donc ici, qui est une des grandes agences de presse, donc ici en France, qui s'occupe, et je vais parler tout particulièrement de la demande des interprofessions. Il y a beaucoup de clients donc des interprofessions. Baudouin Havot, donc ici, qui est le concours mondial du vin. Est-ce que faire des concours est une manière de se faire connaître, de communiquer, donc ici, et donc avec un point de vue, donc ici, donc, en sachant que ces concours se sont beaucoup transformés, il va vous montrer qu'il a une réponse non seulement du 21e siècle, mais peut-être même du 22e siècle. Robert Joseph, donc ici, parle très bien français, but he will speak in English, donc ici, donc, qui est un des grands. Alors, il y a plusieurs casquettes, à la fois dans la presse, dans Weininger, dans la presse en anglais, qui fait du vin, qui en vend, qui en fait en France, qui en fait en Géorgie, donc ici, donc, qui est un consultant, que nous travaillons beaucoup ensemble, en particulier à Vinitaly. Amadeo, malheureusement, ce matin était malade, donc à 7 h du matin, on était obligé de lui trouver un médecin. Donc ici, donc, qui est un grand producteur toscan et sicilien, qui a vraiment quelque chose à dire, malheureusement, on va le faire au bout, donc ici. Et enfin, Guillaume Jourdan, qui conseille, donc ici, beaucoup de grandes marques, donc qui est spécialiste de marques certaines, d'ailleurs, il y a des stands magnifiques avec des marques qui font rêver, donc ici, dans lequel vous allez voir Vega Sicilia,
etc. Voilà, donc pour commencer, je propose à Robert Joseph de commencer l'introduction. That will be in English, hein, donc ici, donc, parce qu'il a probablement un des meilleurs points de vue sur la communication du monde. Bernard, thank you very much. Bernard has done a very good synthèse of the French situation. I live in the UK, but I travel very widely, and I do not see any one country as being reflective of the world. Literally 20 minutes ago, I had a meeting with an Italian friend and an importer from Norway, in Norway. In Norway, there are 4 journalists who make the market. You have a monopoly situation. If those 4 journalists, or 3 or 4 of them, like a wine, that will potentially make that wine work. And in Norway, if you are in the monopoly, you can stick in the monopoly. In Sweden, you can fall out of the monopoly quite quickly. In America, I don't believe there is probably any one journalist who is as powerful as one of those or 2 of those Norwegians. The days of Robert Parker and The Spectator and so on as making the weather are over. So we need to be aware that each country has its own picture. I come, as I said, from the UK. I meet producers here who say, oh, can you get Jancis Robinson to taste my wine? Most British people, like most French people, buy wine in supermarkets. They do not read Jancis Robinson. They have never heard of Jancis Robinson. So having Jancis Robinson like your wine, unless it is €100 wine, may not be of that much value. It will be of some value because, as Bernard said, in front of everyone I'm here, as Bernard said, the professionals read what the writers say. The enthusiasts, by the way, enthusiasts in the world are probably 10% maximum. So when you think you are talking to enthusiasts, unless you have a very special wine at a special price, they are a small proportion of the audience. But those enthusiasts will read Decanter. They will read the Wine Spectator, or they will talk to other people online or listen to them. So the impression will get through. But we are so narrow in our thinking. So, how many French people in this room? How many people think the Loi Evin in 1991 was bad for wine? How many people have looked at sales of wine from 1960 through the chart that Bernard showed us, alongside sales of spirits and of beer that were affected by the same Loi Evin? Spirit and beer, straight line. Wine, down. In fact, the fall in wine consumption slowed in 1991. You could look at the chart and imagine that the Loi Evin was good for wine. It wasn't, but the chart might make you think. There is something else I'm going to say quite quickly, which is the relationship between communicators and the industry. I used to be a wine critic. I stopped 20 years ago. Today we have influencers. Any influencers in the room? Most wine critics don't like the idea of the influencers. We don't like them because we don't think they know as much as us, and we don't like them because they take money from the producers. And we, critics, as I was, we are honest. We don't take money, we only write about what we like. We write about the people who invited us to visit their nice estate, who gave us the plane ticket, who gave us the hotel room, who gave us the lunch and the dinner. Now, where did that money come from? It came from their marketing budget, the same budget they are using to pay the influencers. Please don't forget that. But the important thing I'm going to say to you is that if we take champagne and some big marque out of the picture, most wine producers do not make enough money. We don't talk about that. Their margins are too low.
There are lots of reasons for this, and the appellation system is part of that situation. But they have between 5 and 7% of the marketing budget. A champagne house might have 20%. How do they spend that 5 or 7%? They come here and they invite critics to visit them, and they don't do much else. So basically, as a wine communicator, you are acting as a marketing agent for a wine brand. And when they decide they're going to use an influencer rather than a critic, don't be too surprised. And the other point to make is that the influencers understand that everything they do is being followed. How many sales did I make after this person put their piece, their image, their what on Instagram? So we in this room as communicators probably don't like celebrity wine. We don't like the idea of people buying a wine because an actor or a singer or a sports person has put their name on the wine. Well, what we think doesn't matter. People buy perfumes because of those celebrities, they buy wines because of those celebrities. So we need to start thinking more broadly. So, is everything I'm saying negative? No. The title of this presentation is "The Future is Bright." The future is bright for communicators who do not behave the way we have all been behaving in the past, just as the future is bright for wine producers who do not continue doing what they have done in the past. We are moving into a time of marque, of brands. So my information recently is the most successful alcoholic product at LVMH last year was Whispering Angel. And by the way, and I would have thought it was Dom Perignon, but it's Whispering Angel. And by the way, Cloudy Bay is still doing very well. The number of critics who go, "Oh, Whispering Angel, it's not the best one. It's not all from the domain. They're buying fruit." How many consumers care? They are buying a nice bottle, they are buying a product they like. We need to understand the strength of brands. Veuve Clicquot is not my favorite champagne. When I visit my friends and I take them a bottle of Veuve Clicquot, not that often, they smile a lot. When I take them a bottle of my favorite grower champagne, they don't smile as much, because they don't know if the grower champagne is the champagne I bought from Lidl or from a grower. It just says Champagne Jean Dupont, but they know the label for Veuve Clicquot. We as critics need to understand that that is the way the consumer sees things, the average consumer. We need to work in a world where the brands are strong. We should not necessarily criticize them, but we need to help the smaller producers become brands. And when I say brand, in France we don't like the idea of a wine as a brand. We accept champagne brands, but when I say that Romanée-Conti is a brand, if I say that Latour or Petrus are a brand, people go, no. These are chateaux, these are domaines. They are brands. People are paying hundreds of dollars or euros, thousands, to buy them because they have a renommée, they have something that makes them. They are brands. Every Burgundy estate at a high price is a brand to the people who want to buy that wine. Just as we have watch brands that 90% of people have never heard of, but the people who pay 10,000 euros for a watch or more know those brands. If we are going to help the wine industry fight, and it's going to have to fight, we as communicators need to help each kind of wine producer become a strong brand. My time is up. Thank you very much. I'm going to hand over to Bernard, who I'm handing to. Thank you. Thanks, Robert. Bien, maintenant, la suivante en français. On peut le faire en anglais, mais en français. Donc,
en flamand, donc Baudouin Rabo, donc, qui écrit dans la presse belge, qui publie même des guides sur les vins belges et sur les vins chinois, donc ici aussi, mais aussi qui est l'organisateur du concours mondial. Il y a d'ailleurs un très beau stand à ce niveau-là, donc ici, donc qui est aujourd'hui le concours, un des plus grands concours du monde, donc ici, et donc, est-ce que le concours est un moyen de se faire connaître, un moyen de communiquer? Baudouin, c'est pour toi. Merci beaucoup Bernard. En fait, je vais essayer de vous parler dans un premier temps de vous montrer qu'un concours, c'est pas simplement un concours, mais c'est plutôt un moyen de communication. Et dans un deuxième partie, je vais un petit peu vous expliquer quelle est notre stratégie de communication en tant que concours. Comment nous, concours, avons développé notre stratégie de communication. Alors, un concours, évidemment, comme on disait pour la presse, quand on reçoit une médaille, il faut qu'elle soit crédible, qu'elle soit sérieuse. Donc, puisque le concours, puisque la médaille, les résultats d'un concours sont une source d'information pour le consommateur final, évidemment, on a fait de gros efforts pour avoir une crédibilité au niveau de ces consommateurs. Par exemple, évidemment, on sélectionne nos dégustateurs, on a que des dégustateurs professionnels, on a développé tout un système avec les goûts, des arômes, etc., qui oblige un peu nos dégustateurs à justifier leur cote et à décrire les vins qu'ils dégustent. On travaille depuis de nombreuses années avec l'Université catholique de Louvain, le département de statistique, qui travaille sur qui permet de faire un profil de chaque dégustateur et de réajuster les résultats. Donc on a travaillé depuis longtemps sur une manière d'avoir des résultats les plus crédibles possibles et de réduire au maximum la marge d'erreur qui existe toujours, parce que la dégustation, c'est quand même un acte humain. Alors, le concours, les résultats du concours, pour nous, c'est le plus important, c'est la communication qu'on peut faire derrière ce concours. Finalement, le résultat de la dégustation, c'est un sticker, une médaille ou un diplôme. Donc, c'est un moyen de communiquer avec le consommateur à qui on veut vendre notre produit. Et le simple sticker, par exemple, sur une bouteille, permet de donner confiance, donner une garantie au consommateur et l'aide dans un acte d'achat. Clairement, on a fait plusieurs expériences, en tout cas dans la GD sur des linéaires. Une gondole avec le même vin, avec le sticker et sans le sticker, représente pratiquement une augmentation de 15%. Donc c'est quand même, c'est un moyen purement de communication, parce que c'est une information que le consommateur distille, si je veux dire, et puis il achète ou il n'achète pas. L'autre chose importante, et ça c'est aussi un peu le problème, c'est que les producteurs, une fois qu'ils ont une médaille ou un diplôme, il ne suffit pas de l'afficher au-dessus de la cheminée ou déposer la médaille dans une vitrine, il faut communiquer. Et là, c'est un peu la balle est dans leur camp. Il faut qu'ils l'utilisent au niveau de leurs réseaux sociaux, déjà mettre le diplôme dans leur cave ou dans leur showroom, mais c'est un moyen de communiquer avec le consommateur. Et ça, c'est un point important si on veut profiter et rentabiliser, parce que c'est quand même un investissement. Quand on s'inscrit à un concours, c'est quand même 180 €. Il faut pouvoir valoriser son investissement. Donc, mais je pense que ça, ce sont des choses que vous comprenez bien, qui sont absolument faciles à comprendre. Maintenant, je voudrais vous parler de notre communication. En tant que concours mondial de Bruxelles, nous sommes une petite société, on n'a pas des budgets, on n'a pas les budgets de Coca-Cola pour pas prendre une marque de vin. Et on a eu une réflexion depuis il y a 3 ans, on s'est dit mais comment allons-nous communiquer? Puisque nous devons également communiquer à la fois auprès des producteurs, qui finalement ce ne sont pas nos clients, c'est eux qui s'inscrivent, donc on doit convaincre les producteurs de s'inscrire. Et surtout, on doit convaincre les consommateurs de faire confiance à la médaille et de les inciter à se diriger plutôt vers un vin médaillé du concours mondial de Bruxelles que sur un autre. Et pour ça, on s'est dit, évidemment, on a tous ces médias classiques qui sont Internet, la presse, les publications, etc. Mais on n'a pas des budgets pour pouvoir faire des annonces ou de la communication classique.
Donc on a eu deux idées, on s'est dit, franchement, le meilleur moyen de communication, c'est l'expérimentation. Donc il faut, on pense que le consommateur aujourd'hui souhaite expérimenter, veut faire des expériences. Et on veut le conduire, on veut l'amener à faire des expériences qui lui permettent de se rendre compte que finalement, oui, un vin du concours mondial primé au concours mondial de Bruxelles est un vin qui mérite d'être acheté. La première chose qu'on a développée, c'est ces fameuses roues des arômes, qui est en fait, grâce à un système d'intelligence artificielle, on arrive à, dont nous avons ici un éminent cadre de WineSpace qui a développé cette application pour nous, où on arrive, si on veut, à absorber les commentaires de dégustation, les descriptions du vin de 5 ou 6 jurys dans une multitude de langues. Cette application absorbe, digère cette information et la restitue. Alors, qu'est-ce qu'elle peut restituer? Des commentaires de dégustation, les points positifs, les points négatifs du vin, et également restitue la structure du vin, est-ce que ce sont des vins plutôt basés sur l'acidité, etc. Mais surtout la roue des arômes, qui est assez expressive, qui est assez ludique, et qui permet par après au consommateur, une fois qu'il scanne le code d'une bouteille primée, il a la roue des arômes. Il peut expérimenter sa propre perception du vin par rapport à la perception qui a été faite et qui a été obtenue par 5 ou 6 dégustateurs internationaux. Donc là, il y a déjà une interaction, une expérimentation du consommateur, et ça fonctionne. On commence à l'utiliser et ça fonctionne relativement bien. La deuxième chose qu'on a développée depuis maintenant 4 ans au niveau de l'expérimentation, j'ai fini dans 1 minute, promis. On a développé un réseau de wine bars. On a développé un wine bar au Mexique, au Bénin, en Corée. Et là, l'idée, c'était simplement de dire, écoutez, ces wine bars sont des vitrines, en fait. Ce sont des laboratoires où on veut amener le consommateur, vous rentrez dans le wine bar, vous dégustez tout ce que vous voulez, des petites quantités, et l'objectif, c'est de vous convaincre que tout ce que vous avez dégusté sont des vins qui méritent votre confiance, et quand vous sortirez du wine bar, vous serez convaincu quand vous irez dans votre supermarché ou quand vous lirez une carte de restaurant qu'un vin médaillé mérite votre confiance et est une réelle garantie. Voilà, merci beaucoup. Merci Baudouin. Ici, donc effectivement, les concours sont aussi beaucoup en train de changer. Donc ici. Donc Amélie, donc, qui est donc grande agence de presse, d'influence même, donc ici, donc, qui est basée à Lyon, donc ici, qui a beaucoup de clients à la fois dans les interprofessions, etc. Et donc nos sentiments pour la communication et quelles sont les demandes de ces clients. Bonjour à tous, on est une agence de communication spécialisée dans le vin, le tourisme et la gastronomie. Plus proche? Plus proche, oui, parce qu'on est à peu près. Encore? Non, c'est bon. Donc on est une agence de communication spécialisée dans le vin, le tourisme et la gastronomie. Historiquement, notre tissu de clients est composé de marques, mais aussi énormément de collectifs, interprofessions et syndicats viticoles. Et ce que les clients viennent chercher chez nous depuis toujours, c'est cette expertise qui nous permet aujourd'hui d'avoir une veille constante sur les tendances, de maîtriser, on va dire, quasiment parfaitement toutes les problématiques politiques, législatives et aussi la réalité des marchés. Ce qu'ils viennent chercher aussi à l'agence, c'est notre capacité à nous renouveler dans un univers fortement concurrentiel. On ne va pas se mentir, un univers viticole qui est chahuté. Il faut se renouveler. Et je dirais que depuis 30 ans, et moi je le connais plus précisément depuis une quinzaine d'années, ce qui est incontestable, c'est que même si, comme le disait Bernard, les journalistes gardent un crédit que je ne remets pas en cause, aujourd'hui, ce ne sont plus les seuls prescripteurs. Donc, il y a une quinzaine d'années, en effet, les interpros et les syndicats nous demandaient prioritairement de prendre la parole auprès de ces prescripteurs presse. Depuis une quinzaine d'années, et on va dire encore plus récemment, il faut élargir le discours, venir ne plus que faire que de la communication d'image
extrêmement, on va dire, qualitative et haut de gamme. Il faut accepter un discours de vulgarisation, puisque quand on est sur le digital, on s'adresse à tous et pas uniquement à des experts. Donc ça, c'est un vrai enjeu aujourd'hui de la communication, c'est être capable de prendre la parole auprès de publics qui ne sont plus des experts comme le sont les journalistes, comme Bernard. Et il y a un autre point aussi, c'est que on doit pouvoir, pour ces collectifs-là, venir aussi cibler les prescripteurs professionnels, les acheteurs, qui se rapprochent plus dans leur typologie du journaliste, mais qui n'ont pas les mêmes attentes en termes de découverte. Donc je dirais que le premier enjeu, c'est vraiment de venir être en mesure de segmenter le message pour s'adapter à chacune de ces cibles, ce qui était moins vrai quelques années en arrière. Un autre des grands enjeux, c'est que tout le monde, marque et collectif, veulent prendre la parole aujourd'hui auprès du jeune conso. On a bien vu aussi dans les cibles présentées par Bernard qu'ils étaient pas forcément tournés vers le vin, ou ce qu'on appelle aujourd'hui des flexi-drinkers. Ils boivent du vin, du sans-alcool, de la bière, des spiritueux. Et donc, dans l'univers viticole, il faut arriver à venir retoucher ce jeune consommateur. C'est vraiment une demande croissante et récente. Je dirais aussi que après ce jeune conso, après cette segmentation des cibles, il ne faut pas oublier l'export. C'était pas le cas là aussi la dernière décennie. Certains faisaient l'impasse. Aujourd'hui, c'est plus possible. Il faut être capable de communiquer auprès de toutes ces cibles françaises et internationales, et de penser aussi à valoriser son terroir et le no-tourisme. Donc en fait, la stratégie des collectifs ne peut plus être centrée sur un seul de ces axes. Ils sont forcément multi-cibles, multi-canaux, France, internationale, et je crois que c'est la seule solution pour affronter les dérives actuelles de la déconsommation. Voilà. Merci beaucoup Amélie. Il y a maintenant donc, un dernier point de vue donc avec Guillaume. Robert vous a parlé tout à l'heure que Petrus était aussi une marque. Hein, donc ici, Guillaume s'occupe de ce genre de marque, entre autres, hein, donc avec une véritable stratégie. Merci Bernard. Oui, je suis d'accord avec tout ce qui vient de se dire. Robert, quand il parle de marque, je vais vous dire une chose qui est très simple. Quand j'ai démarré, il y a 20 ans, je parlais de marque et je parlais de luxe associé au monde du vin. Nous, on conseille des marques de cosmétiques de luxe et des grands vins. Quand j'ai expliqué ça, on m'a dit on ne peut pas parler de vin et l'associer à la marque, on va parler de signature, on va parler de référence. Mais moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que quand on a fait un petit peu de la finance et qu'on rachète un domaine, il y a une partie qui s'appelle l'actif intangible, intangible asset. Et cet actif intangible, il s'appelle marque. Et quand ça valorise votre domaine 50% de plus que ce que vous avez produit, vous acceptez volontiers qu'on appelle ça une marque. Donc il ne faut pas se cacher derrière des mots, des noms. C'est une vraie marque et il faut les travailler ainsi. L'autre remarque, c'est l'influence. Oui, bien entendu, l'influence, c'est nécessaire. On doit la travailler. Depuis le millésime 2012, donc quand on a démarré avec Brad, on a lancé avec la famille Perrin, on a lancé Miraval. Miraval, on a beaucoup travaillé l'influence. Pourquoi? Parce que l'influence, c'est un moyen d'aller toucher des communautés qu'on ne peut pas toucher en ne parlant que de vin. Je m'explique. Aller toucher des influenceurs, c'est un moyen de leur donner la possibilité d'aller s'exprimer avec leurs propres mots, qui sont des mots qui parlent à leur communauté, et que nous, on ne pourrait pas créer, même si on a l'intelligence artificielle, qu'on ne pourrait pas créer pour toucher leur communauté. Donc c'est essentiel d'aller toucher des influenceurs. Je m'en rappelle très tôt, on a commencé à faire des campagnes influenceurs l'hiver. Une folie d'aller boire du rosé en hiver. Là aujourd'hui, on a réussi à lisser le chiffre d'affaires sur toute l'année, grâce aux influenceurs aussi. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est simple, c'est d'essayer de développer des marques fortes. Alors bien entendu, il y en a qui coûtent très cher. On a parlé de Vega Sicilia, ces grands noms-là. Il y a des choses qui sont plus accessibles. Je suis persuadé que dans ce monde aujourd'hui où tout le monde est très négatif, il y a des opportunités. Quand il y a des risques, il y a des opportunités. Il y a plein d'opportunités aujourd'hui dans le monde du vin.
Ça fait depuis ça fait 25 ans que j'investis dans la tech. J'ai créé des boîtes dans la tech, notamment une qui s'appelle WineChain, qui est spécialisée dans tout ce qui est vente de grands vins via la blockchain. Aujourd'hui, la révolution, c'est la blockchain, c'est l'intelligence artificielle. Ça, c'est ce qui va révolutionner, et la crypto, bien entendu. Ça, c'est le nerf de la guerre de notre économie de demain. Si on ne l'a pas compris aujourd'hui, on est foutu. On a intérêt de s'y mettre. Et l'intelligence artificielle, j'ai créé un outil qui s'appelle Vitabella AI, pour Artificial Intelligence, qui permet gratuitement à tous les domaines dans le monde d'aller essayer de faire de la communication la plus professionnelle possible dans toutes les langues. Et j'y crois beaucoup, parce qu'aujourd'hui, dans des périodes compliquées, on peut faire de la communication. Il faut qu'elle soit professionnelle, pour aller toucher les journalistes, pour aller toucher les influenceurs, pour aller toucher le public le plus large possible. Parler qu'à des personnes qui sont fans de vin, ça ne suffit pas. Pour créer des marques fortes, il faut aller parler à travers le monde, il faut aller utiliser tous les outils qu'on puisse avoir. On fait des plans médias, on fait de la campagne d'affichage, on fait de l'influence, on doit utiliser toutes ces choses-là. Ce que je sais, c'est qu'il y a une chose dont on parle beaucoup dans l'univers du luxe, qui est l'expérience. Et il n'y a rien de plus beau que de faire une expérience de grand vin. Quand vous amenez des personnes qui ne connaissent rien au vin, vous les amenez dans un beau château, notamment à Bordeaux. Même s'ils ne sont pas intéressés par le vin, ils vont découvrir une culture, ils vont découvrir des personnes. Parce que derrière ces vins-là, ce n'est pas une industrie, on va pousser un bouton, on va produire un vin, non. Il y a des personnes qui ont une vision, qui ont un savoir-faire, une connaissance, une culture. Parfois c'est de génération en génération. On parlait de Pétrus. Derrière Pétrus, c'est une génération qui est là, qui continue à faire le vin. Après le papa, c'est le fils. Et on est aujourd'hui dans l'expérience extraordinaire qui fait rêver. Au-delà de l'artisanat de luxe, on est dans une expérience qui ouvre des portes. Je sais que j'ai la chance de travailler dans ce monde du vin. Mon fils, récemment en compétition, s'est pété les ligaments croisés. Il y a un très grand chirurgien. Impossible d'avoir un rendez-vous. J'ai envoyé un petit message à des amis fans de vin. En 5 jours, on a eu le rendez-vous parce que le chirurgien est fan de vin également. Ça c'est une chance fabuleuse. Et ça, aujourd'hui, on est très négatif. On dit, ah, le vin, ça va mal. On a sans doute fait des erreurs. Pas en communication. On a été très mauvais en communication. Ça, c'est certain. Et quand je parle mauvais, malheureusement, les Français, on n'est pas très très bons. Les Italiens sont très bons. Les Américains... Nous, bon, on croit que la communication, ça ne sert pas à grand chose, c'est la qualité intrinsèque du produit qui en fait sa communication. Aujourd'hui, il faut oublier ça. Mais on a fait plein d'erreurs, on a peut-être trop planté, on a peut-être planté là où il ne fallait pas, on a fait de la surproduction. Là, aujourd'hui, on est en train de passer un moment difficile où c'est en train de purger. Mais l'avenir du vin est fabuleux. J'en suis convaincu, je suis un passionné du vin, j'aime le vin. Il faut le communiquer, il ne faut pas avoir peur de le communiquer avec ses propres mots. Même si on n'y connaît rien, on peut dire j'aime ou j'aime pas. Ça commence par là, la communication. La communication, c'est auprès du plus grand nombre, les nouvelles générations. On en parle beaucoup. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un problème que les nouvelles générations ne boivent pas de vin? Oui, c'est un problème. Mais en même temps, moi je me rappelle, mes copains, quand j'avais 18 ans, il n'y en avait aucun qui apportait une bouteille de vin. J'étais le seul à apporter une bouteille de vin. Ils étaient tous autour de la bière, des alcools. Et puis ensuite, ils sont arrivés vers 30 ans, ils ont découvert que ces trucs-là, c'était pas terrible. Ils ont recherché une culture, ils ont allé chercher, partager. La communication, c'est le partage. Ils ont ouvert des bouteilles de vin et puis ils ont essayé de comprendre, acheter des livres, etc. Moi, je ne suis pas sûr que... En effet, ces nouvelles générations, elles ne parlent pas de vin, mais elles vont y venir. Il y a un moment, elles vont y venir. On pense que les nouvelles générations vont révolutionner le monde, elles vont faire les choses différemment des générations précédentes. Oui, elles vont faire des choses différentes, mais en même temps, ils vont acheter des voitures, ils vont acheter des maisons, ils vont faire des enfants, ils vont vivre comme nous, on l'a fait. Donc, je ne crois pas qu'ils vont vivre complètement différemment de nous, et le vin a son rôle, j'en suis persuadé. Mais la communication est essentielle. C'est pour ça que la loi E20, malheureusement en France, nous met des bâtons dans les roues très fort, alors que nous, pour nos marques, le terrain de jeu, c'est le monde, bien entendu, c'est les États-Unis, c'est l'Angleterre, notamment Londres, forcément, c'est l'Asie, c'est là-bas, on peut faire un petit peu ce que l'on veut, en quelque sorte.
On voit bien que nos messages sont plus percutants, on voit bien qu'on peut s'amuser. Quand on fait la campagne d'Étinger, il y a quelques années, et qu'on est obligé de faire 2 campagnes, une pour la France et une pour le reste du monde, ça me dérange, moi, parce que la France, c'est quand même le vin, l'Allemagne, c'est la bière, il y a des pays où il y a des produits forts. Aller obliger les gens à réglementer notre communication, c'est dommage. Et c'est pour ça que la communication aujourd'hui, elle doit être faite par chacun, par tous les amoureux du vin, auprès des gens qui ne connaissent pas le vin, sans a priori, et pour essayer de faire que le vin, demain, rayonne comme il a toujours rayonné, puisque c'est un produit de notre civilisation. Bravo, merci Guillaume pour ce message d'espoir. Merci. Robert, you have some conclusion, of course. I do, and I'd like to say something out of what we've just said. Guillaume and I agree on a lot of things, except in English we have an expression, hope is not a strategy. I don't think because something happened when you were 16 or I was 16, it's going to happen when my son, who is 20 now. How are we going to communicate about wine in the future? How is wine going to be communicated? There are going to essentially be 4 ways. One is classic marketing, advertising, posters, whatever, which most people cannot afford. Secondly, and most cheaply, and you've just heard it, there will be artificial intelligence. And already artificial intelligence is doing the job incredibly well. We can argue about where it got the information from, but that's the past. Today, if you are an appellation or you're an estate, you can ask and you will get 500 words or 1,000 words, and it won't be too bad. And you can correct it and it will do the job. Thirdly, you can have an influencer, and you can actually pay that person. Could be a celebrity, could be an influencer. Fourthly, we have the people, I think, in this room, people who want to make money out of communicating about wine. And it is something that most of us do not do very well. I am an editor at Meiningers. I've edited for a long, long time. The thing I would say, and this may seem to be contradictory to what I said earlier about brands, but the number of pieces of writing that I see about wine that people want to be paid money to have written, 100, 200, 300, whatever euros, read to me exactly like the pieces of promotional material, the advertorial that those estates and those regions would like to have printed. Nobody, or not nobody, too few of us are asking the questions, the journalistic questions of why not, what happened, what went wrong, not just the good stories. How has this domain, how has this region suffered? Why is it that this domain is not being known all over the world? We need to tell real stories, and those stories are not Jean-Pierre inherited his vineyard from his father and his grandfather and he makes nice wine, because we have 27,000 of those. And secondly, we don't want the he was a surgeon and then he bought a vineyard and now he makes more wine. We need to tell interesting stories. You need to be coming to publishers like Meiningers, like mine, and to other publishers. Bernard is a specialist writer. He is a journalist. You need, if you want to write about wine, do not be a celebrant, do not be an influencer, be a journalist, ask the story, ask the questions, get the answer. Bernard. Thank you.